Pour la deuxième partie, on va parler de façon concrète. Ça veut dire de passer de la théorie à la pratique. Le but du jeu n'est pas de démontrer que la conception de ce bâtiment ou quelques conceptions que je fais, c'est ce qu'il faut faire pour reproduire. C'est uniquement une vision adaptée aux différents acteurs de ce projet et qui découle d'une réflexion commune. Ça veut dire le but, il n'y a pas de reproductibilité pour moi à mettre en place, quoi. Il y a tellement de visions dans le bâtiment ou dans la société qu'il faut défendre que pour moi c'est important que chaque cerveau puisse aussi se dire d'une vision globale et si possible cohérente, c'est ça que je veux défendre sur ce projet-là. Et puis le projet à côté, on ne défendra peut-être pas forcément les mêmes idéaux, les mêmes choses, parce que le projet est différent. Et donc, pour présenter, en fait, c'est une école qui a été construite en 2012, une école élémentaire qui est située au sud de l'Alsace. Et le programme était un bâtiment à énergie positive et biosourcé. Donc, dans la démarche, on est rentré dans ce projet-là en détournant un peu ce concept, c'est-à-dire que nous, on leur a vendu surtout un concept bâtiment passif et biosourcés, et en discutant avec eux, en disant on mettait une option sur la possibilité de faire de la production d'énergie renouvelable. Et une petite anecdote de parcours avec en discutant avec les élus nous a fait réagir fortement. C'est un des élus, pour moi, a dit une connerie. Il a dit encore un bâtiment qui va coûter du pognon. Et là, on s'est regardé et ce débat-là, on l'avait déjà eu dans des questions d'hôpitaux et de CHU. Et pour moi, en plus, la question devient encore plus actuelle avec les sujets des CHU. Et cette remarque, je vais dire idiote, était de pourquoi encore un bâtiment qui va comment je peux dire, coûter de l'argent chaque année, quoi. Et en rigolant avec l'architecte en rentrant, on s'est dit, on n'a qu'à faire un sous-sol. C'est bien sûr, c'est une blague, hein. C'est une discussion qu'on a eue ensemble en voulant détendre l'atmosphère d'une connerie qu'on avait entendue. Disant, on n'a qu'à faire un sous-sol où les enfants, la nuit, ils vont bosser, ils vont des t-shirts, puis les autres, ils vont pédaler pour produire l'électricité, puis au final, ils vont produire une manne financière, quoi. Sous forme d'esclavage, hein, bien sûr, dans la blague, quoi. Et en quittant cette blague idiote qu'on a faite, on s'est dit, en fait, c'est juste un choix d'avoir un bâtiment qui rapporte plus d'argent qu'il en produit. Et sur certains, comment je pourrais dire, types de bâtiments, pour moi, il y a de la logique. C'est-à-dire une école, des bâtiments publics. Si on parle à cette heure-ci du CHU, à la place de faire des économies sur le salaire des gens, sur les équipements, bon, je fais des caricatures, mais bon, elles sont à mon avis assez réelles, sur le nombre de masques, etc. On aurait pu faire des économies sur la conception de ces bâtiments-là et sur la capacité de ces bâtiments-là à produire de l'argent. Je parle bien de produire de l'argent avant de produire de l'énergie. Et donc, en fait, la réponse a été de revenir avec notre maître d'ouvrage en lui disant, en fait, en se basant sur un bâtiment sobre, le plus sobre possible en énergie, si après on le complète en énergie renouvelable, en fait, pour nous, ça ne fait pas un bâtiment positif. Ça fait un bâtiment, si on le lisse sur une année, etc., qui est positif. Mais ça fait surtout un bâtiment qui peut être rentable, qui peut permettre à une mairie, qu'à la place de dépenser tous les ans 11 000 euros dans l'entretien de ce bâtiment-là, en chauffage, exploitation, maintenance, etc., de pouvoir en retirer plutôt une rente de 11 000 euros. Et c'est cette vision-là qu'on a mis en place. Donc on est bien parti d'une vision où un maître d'ouvrage voulait un bâtiment positif, et c'est souvent pour des questions d'image, en leur transformant en disant on peut aussi faire autre chose que de l'image, on peut faire des bâtiments qui sont rentables pour une municipalité. À cette heure-ci, nos mairies cherchent de l'argent pour faire d'autres projets, et si on envisageait des projets vis-à-vis des collectivités qui étaient rentables, on permettrait le financement en partie d'autres projets. Mais on a bien parti dans la réponse biosourcée, et après, s'il reste de l'argent, on mettra une base d'énergie renouvelable. Bon, je lirai les questions après, autrement je n'en sortirai pas. Donc juste, forcément, un bâtiment fortement isolé. On est bien sur un bâtiment fibre de bois, ouate de cellulose, poutre en I pour la toiture ou ossature bois pour les murs. Un autre système qui commence à être connu, ce qu'on appelle nous la mousse de verre.
On est bien sûr en 2000, je ne sais plus ce que j'ai dit, 2013, voire 2012, où en fait, on n'a pas un bâtiment sur des fondations classiques, on a un bâtiment sur un radier, et l'isolation, c'est notre hérissonnage, entre guillemets, qui est isolant. Le but étant d'employer des matériaux biosourcés et des matériaux, si possible, non issus de la pétrochimie. La mousse de verre, ce n'est pas du tout du foam glace, c'est du verre recyclé, soufflé au carbone, qui demande une quantité d'énergie beaucoup moins importante que des équivalents de systèmes enterrés. Voilà. Et basé sur du verre, donc au pire, il sera réutilisable. Voilà ce que ça donne comme système avec la mise en place. Donc on a effectivement un décaissé, un hérissonnage qu'on va compacter par couche de 20-30 cm. Et puis on va pouvoir poser notre radier dessus. Dans la vision, ça permettait à performance équivalente d'être plus économique, je l'ai bien dit, meilleur et moins cher, avec un isolant qui pour moi est quand même mieux que le polystyrène qu'on a l'habitude d'utiliser dans ces systèmes, et qui me permettait de avoir dans notre cas-là précis, avoir moins d'acier, moins de béton par rapport aux fondations. Ce sont les plus gros, comment je pourrais vous le dire, qui sont les impacts les plus importants de la construction de notre bâtiment. De tête, on est entre l'énergie grise dans le bâtiment, la construction, 65% c'est uniquement le béton et les aciers. On voulait réduire l'approche carbone ou énergie grise d'un bâtiment en construction. Voilà, vous avez les deux systèmes à supprimer. Et malheureusement, ce système-là, il y a 10 ans, a été bloqué par le bureau de contrôle qui nous avait dit qu'il n'y a pas d'avis technique. Il y a un avis technique européen, mais il n'y a pas d'avis technique français, donc je bloque le système-là. Et pour rentrer dans la question qui a été posée tout à l'heure, on a dû trouver une démarche différente que d'habitude pour pouvoir dire, malgré l'avis défavorable du bureau de contrôle, on peut proposer à notre maître d'ouvrage une assurabilité. Et donc, on a été envisagé, d'une part, dans nos marchés, de prévoir que l'entreprise qu'il posait serait assurable. Donc, c'est une démarche dans les marchés. Et on l'a eu assez facilement au final. Il n'y a pas eu de plus-value sur une assurabilité de ce système vis-à-vis de l'entreprise qui allait le poser. Et vis-à-vis du maître d'ouvrage, à la place d'avoir une assurance normale, notre maîtrise d'ouvrage a fait un dépôt. Je ne sais plus s'il représentait 5% ou 2% du coût de construction du bâtiment à la Caisse des dépôts pendant 10 ans. Et encore 2 ans, et 100% de cet argent sera rendu à notre maître d'ouvrage. Et je vois dans les commentaires, je préfère pas citer de marque. Voilà. Il y a une marque qui existe actuellement et qui a un avis technique depuis, pas 2013, depuis 2015, 2016, depuis même peut-être moins longtemps, mais bon, bref. Et donc, on a dû trouver une solution pour chanter, entre guillemets, un avis défavorable d'un bureau de contrôle et pour mettre en place notre système. Et la deuxième petite anecdote marrante, c'est que je me suis fait convoquer par la maîtrise d'ouvrage sur ce problème-là d'assurabilité, d'avis défavorable du bureau de contrôle. Et en arrivant dans le conseil municipal, une élue a dit de toute façon, on n'a pas le choix. Maintenant, il faut en virer un. Alors, en virer un, ça voulait dire soit moi, soit le bureau de contrôle. Je ne savais pas trop me poser. Je pensais que c'était une blague. Et en fait, ils ont tous levé la main en disant on vire le bureau de contrôle. Et en fait, ils ont eu cette démarche de vouloir virer le bureau de contrôle. Pourquoi? Parce qu'en présentant ce système-là, on leur a dit, voilà, en vision globale et à performance identique, ce système est plus favorable écologiquement, est moins cher et plus performant. Et on ne vous propose pas un système où on n'a pas de retour d'expérience, on ne sait pas si ça a marché. On va vous emmener sur des bâtiments qui sont à moins de 60 km de ce chantier-là, qui sont construits sur 3 ou 4 étages alors que nous, on a un plein pied, et qui sont des bâtiments qui n'ont aucun souci et qui sont là depuis des dizaines d'années. Des années, je vais plutôt le dire comme ça. Donc, on montrait à notre maître d'ouvrage par deux cas concrets que c'était possible et par une démarche plutôt globale que c'était en plus un système adapté, le plus adapté, avec des grands guillemets, à ce système-là. Donc, le maître d'ouvrage s'est emballé là-dedans en disant si c'est ça le meilleur pour nous, on veut ça, malgré que le bureau de contrôle soit contre.
Et à la place de virer le bureau de contrôle, on a expliqué qu'il fallait mieux trouver un autre angle d'approche pour résoudre nos problèmes. Pourquoi? Parce qu'en virant un bureau de contrôle et en le remplaçant par un autre, à mon avis, on aurait eu la même réponse du bureau de contrôle avec un avis défavorable sur ce système. Donc, on arrive à solutionner avec la problématique de disposer de plusieurs casquettes ou de se former à plusieurs disciplines. Et qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité? Alors, je vous ai mis les consommations de 2013, à savoir qu'on suit tous nos bâtiments sur un minimum de 3 ans. Alors, le suivi, ce n'est pas uniquement pour pouvoir rebalancer des consommations, que nos hypothèses soient justes, et quand elles ne sont pas justes, de comprendre pourquoi et de pouvoir les prendre en compte pour les prochains projets. Ça permet aussi du SAV. Ce qu'on appelle du SAV, nous, c'est d'expliquer aux gens que là, il y a des usages qu'on pourra encore optimiser. Et ça permet aussi, je ne vous l'ai pas montré, mais il y a eu un été où le photovoltaïque a disjoncté parce qu'il y avait eu un orage, donc il y a une protection. La protection a disjoncté. Et malgré tous les voyants rouges qui s'allumaient en disant défaut PV, l'utilisateur a mis un mois et demi à réenclencher ce disjoncteur et à refaire marcher notre production d'énergie renouvelable. Et cet accompagnement sur 3 ans permet d'accompagner en gros le maître d'ouvrage en lui montrant au fur et à mesure soit les erreurs, soit les aléas d'usage ou de différents petits problèmes. Et donc, entre guillemets, d'éviter de renouveler toutes ces erreurs-là, que ce soit des erreurs sur le disjoncteur du photovoltaïque ou des erreurs de nous et de nos hypothèses. Bref, à la fin, on arrive à une consommation de chauffage extrêmement réduite de 5000 kWh, soit 313 €. Ça fait 1,2 tonne de granulés. Bon, là, je vous laisse vous positionner, vous, savoir est-ce que 1,2 tonne de granulés par an, est-ce que c'est une consommation en bois renouvelable ou pas? Je vais faire une petite comparaison aussi. La moyenne de chauffage d'une maison individuelle en France, elle est de 1 700 € par an. Donc là, on a une école qui fait 1000 m², qui a que 300 € de facture de chauffage. Une consommation d'électricité de 20 000 kWh, une facture en euros TTC, abonnement compris de 3 000 €, et une rente de photovoltaïque de l'ordre de 15 000. Donc un bilan, on est bien positif sur cette première vision de 11 500 kWh, donc on est bien sur un bâtiment positif. J'aime pas cette vision. Et surtout, ce qui était important pour nous, c'est qu'on avait bien un bilan de l'ordre de 11 700 € de rente par an. Le photovoltaïque de base est déjà remboursé, est déjà rentabilisé. Et au bout de 20 ans, ça aura permis une économie différée, mais une économie sur le coût de construction global de l'ordre de 15% du coût de l'école. En 20 ans, 15% du coût de l'école sera amorti par ce bilan. Et je vous ai mis le coût de l'entretien et de la maintenance des systèmes. Ils sont peu chers, mais c'est parce qu'on les a rentrés dans notre vision globale. Ça veut dire quel système, quel type de chaudière bois granulé on va mettre en place qui permet d'avoir un abonnement d'entretien de maintenance le moins cher. Donc, on n'a pas pris la chaudière avec le meilleur rendement, on a pris la chaudière avec le service après-vente le meilleur en termes de maintenance et en termes de prix. Et la ventilation, on a formé un employé au changement des filtres de la CTA. Donc, ce n'est pas une entreprise extérieure, c'est une personne du service technique qui change les filtres. Pour avoir un ordre d'idée ce que ça veut dire, le changement de filtre de votre aspirateur ou votre sac aspirateur est plus compliqué que changer le filtre d'une ventilation double flux. Donc, on peut se permettre de simplifier ces opérations. Et là, j'ai voulu rentrer dans un autre débat, déjà dit que le bâtiment BEPOS, en fait, on peut en avoir plusieurs approches. Le tableau que vous voyez au-dessus, en fait, il montre les différentes façons de calculer un bâtiment. Donc, on a les consommations énergie finale, ça veut dire ce qu'on a consommé au compteur. En mètre carré utile, c'est la version du Passive House. Contrairement au mètre carré Sean, la version réglementaire. On a aussi, en plus des kilowattheures d'énergie finale, donc c'est la consommation à notre compteur chez nous, on a la consommation d'énergie primaire, la consommation réellement prélevée au milieu naturel. Donc entre les deux, on a les rendements
nos installations, surtout électriques. Donc voilà, hein, on passe de 23 kWh d'énergie finale à 60 en énergie primaire électrique. Et en fonction de ces différentes unités, de ces différentes façons de voir ou de définir ce qu'est un label BPOS ou positif, on en déduit plusieurs possibilités. Ça rend une complexité de dire est-ce qu'on est à moins 13, à moins 44 ou à moins 38. Sous-entendu, avec un peu moins de consommation photovoltaïque, en énergie finale utile, eh ben, ça se trouve, on n'aurait pas été positif, alors qu'en énergie primaire, on l'aurait été, et puis vice-versa. Voilà dans les approches. Et la chaudière bois granulé, c'est une petite chaudière de 20 kg, soi-disant une chaudière liée plutôt à une petite maison de 100 mètres carrés. Et c'est vraiment cette approche-là qu'on a voulu mettre en avant, excusez-moi. C'est une approche de réduire la consommation au strict minimum, à savoir que pour moi, il y a encore une démarche qui sera à faire sur ce bâtiment-là, d'aller chercher encore une économie sur les systèmes électriques et une consommation de chauffage réduite au strict minimum et qui peut être facilement en énergie renouvelable, que ce soit en termes de matériaux bois renouvelables ou en termes de systèmes qu'on allait mettre en place. On a mis une chaudière bois de particulier. On n'a pas mis une chaudière industrielle dans l'école. Voilà des petites images de l'école que ça donne. Et surtout, une petite dernière anecdote, c'est que le 5 janvier 2015, je me suis fait appeler par le maire et je me suis fait un peu enguirlander parce que dans l'école, il faisait que 18 degrés. Et en fait, dans cette commune-là, ils allument tous les chaudières municipales sont allumées entre septembre et octobre, sauf celle-là. On leur avait dit, celle-là, vous ne l'allumez surtout pas en septembre-octobre. Allumez-la plutôt fin novembre. Et en fait, ils ont allumé toutes les chaudières de tous les bâtiments, puis ils ont oublié celle-là. Ils ne sont pas rappelés qu'il fallait l'allumer au mois de novembre. Et en fait, ils ne s'en sont pas rendus compte tout simplement parce que jusqu'aux vacances de décembre, il y a fait entre 21 et 20 et 21 degrés dans l'école sans chauffage. Même s'il faisait 20-21 degrés dans l'école au mois de décembre, c'est que le chauffage était en route. Et malheureusement, il y a eu les vacances. Alors je dis malheureusement d'un point de vue ironique et du point de vue du thermicien, c'est qu'il y a eu pendant 15 jours, dans la période la plus froide qui est les vacances de Noël, mes petits radiateurs sur pattes, là, qui sont à peu près 30 par salle de classe, ils sont échappés de l'école. C'est-à-dire les élèves. Dans un bâtiment passif, les utilisateurs représentent 30%, entre 20 et 30% du chauffage. Et ils sont gratuits. Enfin, ce chauffage est gratuit. Et malheureusement pour moi, mes radiateurs sont dans l'école. Et puis en rentrant le 5 janvier de la rentrée, il faisait que 18 degrés dans l'école. Et le maire m'a appelé me demandant qu'est-ce qui se passait. Et je lui ai dit, à distance, je ne pourrais pas vous dire. Allez au moins en chaufferie, puis rappelez-moi. Et il m'a rappelé que le lendemain en me disant, en fait, on a juste oublié d'allumer la chaudière. Donc, voilà. Donc ça vous laisse aussi imaginer la performance par rapport à nos habitats traditionnels où ça me semble difficile de concevoir d'allumer le chauffage que le 5 janvier. Voilà. Des petites images de l'école où je précise que c'était une réponse liée, où il y a quand même une vision de lumière naturelle. Dans l'image de droite, on a une vision ce qu'on appelle le haut jour, qui permet d'illuminer les surfaces de circulation pour éviter au maximum l'éclairage artificiel, et des seconds jours qui permettent à une salle de classe nord, donc une salle qui est moins, on le voit sur la photo là, beaucoup moins vitrée qu'une salle de classe sud, de disposer quand même d'un éclairage naturel assez important. Et donc d'avoir une vision quand même, pas uniquement basée sur l'énergie, mais aussi basée sur différents paramètres de confort. Et le mot de la fin, entre guillemets, pour ces choses-là, c'est que ce qui nous a permis de pousser ce projet-là à aussi des discussions ou des problématiques de maîtrise d'ouvrage. Alors eux, c'était de concevoir, je pense que c'était une caricature et ce n'était pas lié à toute l'équipe de maîtrise d'ouvrage, de concevoir un bâtiment qui allait coûter tous les ans X milliers d'euros, de répondre à cette caricature ou cette interrogation
par des argumentaires logiques qui, au final, ont permis de faire sens auprès de l'équipe entière. Et on a quand même réussi à motiver une équipe de maîtrise d'œuvre publique d'une petite mairie à dire nous, on va aller voir plus loin, on va faire les choses différemment, et en mettant en place ces discussions avec eux, eux aussi sont montés en gamme. Ça veut dire oui, on va tout faire aussi, nous aussi, pour aller le plus loin possible. C'est-à-dire vous ne serez pas les seules équipes de maîtrise d'œuvre à vouloir pousser le bouchon le plus loin possible dans les limites financières de ce qu'est le projet, hein, bien sûr, mais de pouvoir aussi vous accompagner dans ce que nous, on est capable de faire. Et ce que était capable de faire, c'est à un moment prendre des choix en disant on va contre l'avis défavorable du contrôle et on va nous aussi faire les démarches pour trouver le moyen de s'assurer malgré cet avis défavorable d'un bureau de contrôle. Et donc, en mettant un peu de logique dans les projets, je suis sûr, et en les faisant participer, je suis sûr qu'on peut tirer les projets beaucoup plus loin que ce qu'on fait habituellement. Et je répète, ceci est juste un exemple d'un projet lié à une réflexion, un lieu, etc. Et voilà pour la petite présentation. La petite présentation était de dire que sur certains cas, le bâtiment positif financier peut être une très bonne approche dans un milieu actuel. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il devrait se réfléchir en priorité au niveau des communes et des CHU. C'est-à-dire, à la place de trouver des économies dans des fonctionnements, on pourrait trouver des économies intelligentes qui permettent sans réduire le confort ou son usage, à réduire ses consommations, donc forcément à réduire sa balance financière, et en même temps à produire de l'argent par l'intervention d'un bâtiment producteur d'énergie. Voilà. Merci Vincent pour cette démonstration qu'on peut allier au final les deux visions, donc la démarche positive et passive, avec la démarche positive comme outil et levier financier pour faire passer des démarches ambitieuses d'un point de vue, de tous les points de vue que tu as pu démontrer. On va vous proposer quelques questions et quelques remarques de façon assez rapide, voilà, parce qu'on a eu une présentation assez complète des enjeux et des débats qui tournent autour de ces questions-là. C'était très riche et passionnant. Merci Vincent. Donc, on a eu des questions sur l'échelle un peu méta du projet. Y a-t-il au final plutôt que des freins pour la construction passive avec certains bureaux de contrôle? Ici, l'exemple du sol, mais il y a également les fenêtres à la paille. Au final, les moins motivés des maîtres d'œuvre abandonnent ou sont fortement encouragés à rentrer dans le rang de la RT. Alors, je vais faire une réponse peut-être un peu sèche, mais c'est nous, équipe de maîtrise d'œuvre, qui sont les leviers pour actionner, comment je pourrais dire, pour trouver les solutions des freins des bureaux de contrôle. Je vais même le dire différemment. Individuellement, c'est nous notre premier ennemi, c'est nous notre premier frein. C'est pas le bureau de contrôle. Je rentre sèchement comme ça. C'est pas le but de nous opposer, c'est d'expliquer que elle est déjà individuelle. Elle est de dire moi je vais pousser le plus loin possible. Et malgré que en face de moi on va mettre un frein. C'est-à-dire que je l'ai déjà eu ce cas-là. On a voulu faire de la paille sur un collège et le bureau de contrôle en face de nous a dit jamais vous ferez de la paille sur cette opération, jamais. Et mon équipe m'a regardé en disant on n'a qu'à solutionner le problème en remplaçant la paille par de la laine de roche. Et moi je les ai regardés en disant on n'a rien solutionné du tout, on a tourné sa veste, c'est tout ce qu'on fait. Et la première, malheureusement, j'ai l'impression, je vais le dire différemment, j'ai l'impression que le premier frein dans le bâtiment, c'est nous-mêmes qui allons nous dire où. J'ai un bureau de contrôle qui me met un avis défavorable et je tourne ma veste. Et ça ne veut pas dire que dans tous les cas, on pourra résoudre le problème, mais la première démarche, c'est de dire est-ce que je vais tenter d'aller jusqu'au bout de ce que je peux faire. Et si au bout, les portes sont toujours fermées, peut-être que là, je pourrais me dire bon, je ne peux rien faire. Mais souvent, au premier coup de frein, ou même avant le premier coup de frein, dès qu'on voit le stop au loin, on s'arrête soi-même. Et donc, la démarche, elle est aussi de nous persévérer jusqu'au bout, jusqu'à trouver les leviers d'action qui permettent de débloquer ces freins.
C'était un peu ce que j'ai voulu montrer dans l'exemple de… Je ne dis pas que la réglementation, les bureaux de contrôle, les avis techniques sont très favorables à des systèmes pérennes, de vision globale, etc. Mais c'est pas pour ça que on va devoir s'arrêter là parce que le monde n'est pas favorable à faire les choses différemment. On doit essayer d'aller jusqu'au bout de nos démarches. Et une fois qu'on aura été au bout, on pourra se dire oui ou non, c'est pas possible. Mais allons déjà jusqu'au bout. Sur des questions, alors on a pas mal de questions techniques qui nous arrivent. On va en passer quelques-unes. Sur ce bâtiment, à quel débit réduit peux-tu descendre lors de périodes inoccupées? Dans le chauffage, il y a un réduit à 18 degrés. Le réduit dans un bâtiment passif, en fait, apporte très peu d'économies. Exemple, en maison modulaire, on n'en fera pas. Et il apporte un surcoût. On a surdimensionné nos systèmes de chauffage, notre chaudière, nos émetteurs de chaleur. Et donc, en maison individuelle, on ne fera pas de réduit pour éviter ce surcoût qui ne sera jamais compensé par les économies d'énergie. Et en bâtiment tertiaire, on fait de légers surcoûts. Et au fait, j'ai oublié, parce que j'étais dans plusieurs réflexions en même temps, mais ce qu'on voit là, c'est le chauffage des salles de classe. Ceci est un radiateur dans un bâtiment passif. Donc, c'est comme votre radiateur, il y a l'eau chaude qui rentre dedans, le départ, le retour. Et en fait, on l'a branché sur une gaine de ventilation. Chaque salle de classe a sa propre gaine de soufflage et de reprise d'air. Et on souffle uniquement de l'air chaud. Dans les salles de classe, il n'y a aucun radiateur. Et la ventilation, la grille de ventilation, elle est cachée juste là. Et elle souffle de l'air chaud au plus froid, au plus froid dehors, donc au plus chaud du système, on souffle de l'air à 40 degrés. Si vous voulez un ordinateur, vous pouvez souffler de l'air jusqu'à 80-90 degrés. Donc là, on n'est qu'à 40. Alors, on avait d'autres questions. N'avez-vous pas eu de soucis avec les contraintes de sécurité incendie sur un ERP avec les panneaux photovoltaïques? Je ne sais pas si tu peux répondre rapidement. Si, en fait, on n'a pas du tout eu de problème. Il y a plusieurs cahiers des charges édictés par différents organismes, surtout les pompiers, sur ce qui est demandé dans des systèmes photovoltaïques, dans les ERP. Donc, on les a suivis et ce qui est important pour moi, c'est de faire intervenir ces gens-là aussi dans les débats. Ça veut dire les faire intervenir en amont et pas les emmener en réception, leur dire voilà ce qu'on a fait. Et en fait, on a posé les questions aux pompiers, au bureau de contrôle, et puis eux donner leur vision sur ce qu'on allait faire. Et puis on a trouvé une solution, un compromis tous ensemble. Donc non, pas de problématique. D'accord. Sur la mission, sur le suivi, donc la question, est-ce que le suivi a été valorisé dans une mission de commissionnement par rapport à… Alors, nous n'avons jamais ou rarement eu des missions pour des suivis. On le fait pour deux choses, pour que nos bâtiments fonctionnent le plus possible tel qu'on l'envisage. Expliquer au maître d'ouvrage, comment je pourrais dire, les aléas qu'il peut avoir. Si notre maître d'ouvrage commence à comprendre les aléas, un aléa exemple, c'est que quand ils ont perdu 1 mois et demi de production photovoltaïque, qui était au mois de juillet, qui est quand même quasiment le mois le plus producteur, le fait de les avoir accompagnés, on leur a dit, voilà, ça a fait perdre une rente de 1000 ou 2000 euros. Donc là, ils se sont dit, merde, 2000 euros sur 12 000 par an, bon, on va faire attention. Donc ça permet cet accompagnement-là. Et d'autre part, ça permet surtout nous en interne, et c'est surtout très facile de le faire après coup. On a le coût de chaque système qu'on a mis en place dans le bâtiment, le coût de chaque isolant, le coût des menuiseries en face. On a les performances du bâtiment, que ce soit en confort d'été, en confort d'hiver, etc. Et on a même le retour des utilisateurs. Donc après, c'est assez simple de devoir dire ça marche, ça ne fonctionne pas, ça peut être optimisé, ça coûte cher par rapport à ce que ça apporte. Et donc, il faut qu'on bosse dessus pour trouver un système plus rentable, entre guillemets.
et après pouvoir en déduire ce qu'il faut faire dans les prochaines opérations. Et c'est ça l'intérêt aussi pour nous, c'est d'en tirer des retours d'expérience qui nous permettent de nous améliorer au fur et à mesure. En termes de retour d'expérience, on nous a pas mal questionné sur les questions de surchauffe et du coup de confort d'été de ce type de bâtiment. Est-ce que c'est pas plus problématique même que que la question du chauffage? Et si tu avais peut-être un exemple à donner sur cette question du confort d'été traité dans les écoles. Alors, le confort d'été, si on parle juste dans les écoles, généralement, c'est pas l'endroit le plus problématique. Pourquoi? Parce que la plupart des écoles ne sont pas occupées dans les mois estivales. Je vais rentrer dans une caricature qui a été faite du passif, même par certains qui font du passif, c'est de s'intéresser trop à l'hiver. On a tous en tête ces fameux 15 kWh quand on parle de bâtiment passif. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est s'intéresser, zoomer, mettre des œillères sur ces 15 kWh. On parle bien d'une approche globale de bâtiment. Et la conception d'un bâtiment confort estival est beaucoup plus dure qu'un bâtiment uniquement basé sur le confort hivernal. Et on parle bien dans votre cas, il faut faire les deux. Il faut trouver le compromis idéal entre la doudoune pour aller au ski et vous allez garder cette même doudoune pour aller à la plage. Et c'est ça qui est hyper important. Ce bâtiment-là a été, même s'il ne pose pas vraiment de problème de confort d'été, ça a été un bâtiment où on en a tiré des conclusions. Nous n'avons plus jamais surisolé de bâtiment autant que celui-là. On a commencé à dépouiller l'isolation de nos bâtiments comme celui-là pour en revenir à des bâtiments un peu moins isolés et de trouver l'habillement le plus cohérent entre l'été et l'hiver. Et l'erreur qui est faite dans la conception passive, c'est de s'intéresser, de zoomer trop sur l'hiver, alors que l'été est beaucoup plus problématique, oui. Et elle n'est pas beaucoup plus problématique parce qu'on est dans des bâtiments passifs. Pour moi, elle est beaucoup plus problématique parce que les fichiers météo que tout le monde utilise de référence datent en moyenne des 10 dernières années. Ils sont une moyenne des 10 dernières années. Et depuis 3-4 ans, nous, on s'intéresse à météo 2050 et météo 2080. Alors, je ne suis pas une voyante. Je prends en compte les scénarios du GIEC et je m'y intéresse. Et en moyenne, on s'attend en 2050 à avoir une augmentation, 2050-2080, de 2,5 degrés à la campagne et en fonction de la taille des villes, c'est assez dur à dire parce que ça va dépendre du nombre d'habitants, d'avoir de 2,5 à quasiment 5 degrés en fonction des villes, par l'effet d'îlot de chaleur qui va se renforcer. Et de commencer à dimensionner notre bâtiment pour confort d'été avec cette vision-là. Thème du confort d'été qu'on abordera par ailleurs dans une prochaine bulle. Et alors, on fera suivre à Vincent vos remarques, vos questions. On lui en livre déjà. Voilà, il y a beaucoup de bravo et de merci. Bravo pour ce beau projet. Merci pour ce bel exemple d'architecture d'école. Et voilà, c'est l'approche multidisciplinaire et globale qui a beaucoup, qui a été passionnante et pertinente. Et voilà, on pourra la poursuivre ensemble aussi à travers des formations et des événements qu'on va continuer d'organiser avec Vincent. On l'espère d'ici plutôt bientôt de nouveau en présentiel, voilà, pour pouvoir aussi se rencontrer. Voilà, donc un grand merci de nouveau Vincent d'avoir animé cette troisième bulle avec la conviction qu'on te connaît et qui donne envie de démystifier et de dépasser le système, avec preuve par l'exemple que c'est possible, comme avec l'école de Burnout, avec pour enjeu central de la méthode, avoir une approche globale, avec l'utilisateur au centre des préoccupations. Et en fait, l'efficacité énergétique n'est qu'une résultante de cette démarche. Et ne pas se laisser happer et aller au-delà des seules certifications, labels, différences entre calcul réglementaire et consommation réelle, qui sont forcément restrictives dans la prise en compte de cette approche globale. Tu rappelles l'importance de délier le vrai du faux dans des discours, voire des pratiques qui mélangent allègrement et parfois à dessein les concepts. Donc, je reprends ton alerte. Attention au vernis, comme ton exemple avec la pomme bio.
Et donc, comme tu nous le rappelais, Vincent, les innovations high-tech qui sont fortement consommatrices de ressources permettent certes des économies d'énergie, mais tu nous as rappelé qu'on était toujours rattrapé par les limites physiques de la planète, sujet qui était central aussi lors de nos premières bulles et qui le sera pour les suivantes, et que ces scénarios de déploiement massif d'énergie renouvelable à l'échelle planétaire sont pas forcément compatibles avec les quantités de ressources accessibles. Donc, concevons des constructions qui intègrent une économie sociale et locale en écologie, aussi bien à l'exploitation qu'à la construction, et avec pédagogie. Et comme tu le disais, arrêtons de construire pour construire. C'est une conclusion qui n'est pas si en contradiction avec nos métiers, si on profite de ce questionnement pour envisager l'acte de bâtir différemment. Voilà, donc les échanges de ces premières bulles nous ont permis de soulever des points fondamentaux de la démarche des DQE. Donc, d'avoir une approche systémique, pluridisciplinaire, frugale, qui se donne pour objectif la santé et le bien-être physique et psychique de ses habitants. Donc, dans cette même veine, on vous donne rendez-vous pour poursuivre ce voyage remue-ménage ensemble. Donc, les prochains rendez-vous sont jeudi, dans 2 jours, jeudi matin à 10h30 avec Samuel Courget, expert en éco-construction, sur la question de la réhabilitation énergétique. La semaine prochaine, on a prévu de se revoir pour 2 bulles. Donc, mardi prochain, le 12, avec Dominique Gozin-Muller sur la question de la construction en terre crue. Ce sera un très joli voyage aussi. Le jeudi 15 mai, avec Claire-Sophie Quedvez sur la qualité de l'air intérieur et les renouvellements d'air. Donc, c'est aussi un gros sujet d'actualité. Et vous pouvez consulter l'ensemble de la programmation sur le site Faire ensemble et autrement. Toutes les vidéos seront disponibles en replay, effectivement, sur le site. On mettra quelques extraits de nos discussions aussi sur le fil de la bulle d'ici demain sur la page de cette bulle numéro 3. Merci à tous pour votre participation et à Vincent pour son intervention passionnante et passionnée. Et bonne semaine à toutes et à tous. À très vite pour les prochaines bulles. On s'est fixé un bel agenda pour ces bulles des 2 rives. On est très contente que vous soyez au rendez-vous chaque semaine. Et voilà, l'idée, c'est de pouvoir continuer bien après cette période de confinement, à se donner ces rendez-vous de débat, d'échange et voilà, de faire ensemble autrement. Voilà, et bon appétit tout le monde. C'est notre première matinale, donc. Notre première matinale. Merci à tout le monde. Merci.